Au nom de l'Agence Wallonne du patrimoine, in the name of the Walloon Heritage, yes, it's good, everybody understand? Ok. En anglais, deux phrases qu'on m'a gentiment demandé de prononcer. We are pleased to welcome the partners of the European Network of Material Libraries. Welcome to the Placy team. Welcome also to the MPP team. And welcome to Mr. Collard from Mauerbach. Donc en français, je suis très heureuse, nous sommes très heureuses de vous accueillir, accueillir tous les partenaires du réseau européen des matériothèques et on souhaite la bienvenue à l'équipe de Placy et l'équipe de la MPP, pas MPP mais MPP, voilà, ça dépend comment on prononce, ainsi qu'à Monsieur Collard de Mauerbach pour votre présence aujourd'hui. Donc, je ne vais pas être très longue parce que mon anglais est mauvais. My English is bad. Everybody understand that? Then I would like to introduce our, I don't know the word to conférencier. It's conférencier? Lecture, ok. Ou conférencier en français, merci. Qui est donc Monsieur Éric Monin qui va nous parler du second œuvre de l'architecture de la croissance. Voilà. Sachez, avant que M. Monin prenne la parole, que cette session est enregistrée et qu'elle aura l'occasion d'être diffusée sur les réseaux de la WAP pour ceux qui souhaiteraient la suivre après. Et M. Monin va parler en français. C'est ça. In French. Voilà. Merci. Bien, bonsoir à toutes, bonsoir à tous. Good evening, everybody. I'm sorry I speak in French tonight. Donc, dans un premier temps, j'aimerais déjà remercier, au nom de Catherine Blin et moi-même, l'établissement qui nous reçoit aujourd'hui. Donc, Madame Sophie de Noël, inspectrice générale de l'Agence Wallonne du patrimoine, Caroline Noirom, directrice de la direction... Florence. Je vous prie de bien voir m'excuser. Directrice de la direction scientifique et technique, et puis Virginie Boulez, évidemment, gestionnaire du projet Matériothèque, et c'est grâce à elle que je suis ici avec Catherine, puisqu'elle nous a proposé de présenter notre matériothèque, qui est assez limitée, il faut bien le reconnaître, mais j'aurai l'occasion d'en reparler à l'occasion de cet exposé. C'est une exposition qui a été créée il y a maintenant 3 ans à l'École nationale supérieure d'architecture et de paysage de Lille, avec le soutien de mon établissement. Il y a un représentant de mon établissement ce soir qui est ici. Il s'agit de Monsieur Mathieu Dropsit, qui est le secrétaire général. Merci Mathieu d'être venu. Et puis soutenu également par le laboratoire, le LACT, et soutenu aussi par le SGES Archives de Saint-Gobain, qui finance très généreusement notre séminaire, puisque tous ces travaux sont réalisés dans le cadre d'un séminaire d'initiation à la recherche de master. Nous sommes également soutenus actuellement par l'Institut pour l'histoire de l'aluminium, qui nous aide aussi à effectuer des déplacements et à faire des recherches en archives. Voilà. Donc ces travaux ont été lancés il y a maintenant 15 ans, dans le cadre d'un séminaire, comme je l'ai dit, au cours duquel on forme nos étudiants, on les sensibilise à des questions de recherche. Je vais vite changer d'image parce que j'imagine que vous avez mal à la tête à la fin de voir cette chose qui tournicote sur elle-même. Mais avant cela, je vais prendre un accessoire, puisque quand on est collectionneur, quand on a des matériothèques, ça déborde toujours un peu. Voilà. Ça ressemble maintenant un peu à une espèce de secte, cette chose. Vous saurez bientôt ce que c'est. Voilà. Pour revenir donc... Tu as la lumière sur le côté ? Ah non, je n'ai pas allumé, donc ça ne marche pas. Voilà. Pour revenir à cette conférence, j'avais proposé comme titre initialement le second œuvre de l'architecture de la croissance, un titre très prétentieux, ambitieux, en 45 minutes, c'est très difficile de raconter toutes ces histoires qui sont très complexes. J'ai préféré rajouter un mot, aimer. Aimer le second œuvre de l'architecture de la croissance. Et aussi apprendre à l'aimer et le partager avec les autres. C'est un peu notre ambition dans le cadre des recherches qu'on effectue avec Catherine,
à l'école de Lille et aussi à l'école de Belleville, puisque Catherine est rattachée à cet établissement. Donc ce soir, finalement, je vais faire une espèce de déclaration d'amour à l'attention de ces différents composants qui me suivent, qui m'accompagnent depuis que je suis tout petit, mais vous aussi, vous avez grandi au milieu de ces dispositifs, de ces objets, chez vos parents, vos grands-parents, chez vous, parce que le second œuvre est partout. Il est présent, il nous accompagne aujourd'hui encore, évidemment, puisque même si l'âge d'or de ces composants, c'était plutôt les années 60-70, il continue d'exister sous d'autres formes, bien évidemment. De quoi s'agit-il déjà quand on parle de second œuvre? Le second œuvre, finalement, ce sont tous ces produits industriels, manufacturés, qui servent à améliorer le gros œuvre. Ils servent à rendre l'architecture habitable, aimable, confortable, peut-être plus belle aussi. C'est une manière d'améliorer les choses au quotidien. Ces éléments, ils ont pris une forme un peu plus précise au tournant des années 1950-1960. Une date qui va revenir plusieurs fois dans mon exposé ce soir, c'est 1961. 1961, ça correspond à plein d'anniversaires, d'inaugurations. L'aérogare sud de l'aéroport d'Orly, 1961. Le siège social de Saint-Gobain, 1961, à Neuilly. Et puis ici, vous voyez le 3e Salon international de la construction et des industries du second œuvre, qui est organisé par Expomat à Paris en 1961. Ce qui est intéressant dans ce document, dans cette publicité, et je parlerai ce soir beaucoup de publicité, puisque c'est un corpus qu'on étudie abondamment dans le cadre de nos recherches, eh bien, cette publicité qui provient d'une revue, la revue Plastique Bâtiment, raconte effectivement l'histoire de ces produits émergents, une industrie qui se fait de plus en plus présente dans le bâtiment, dans l'architecture, qui devient littéralement incontournable. Avant d'aller plus loin, je voudrais faire un petit exercice que je fais généralement au début de mes interventions, faire une espèce de grande litanie du second œuvre, pour que vous preniez la mesure de ces objets qui occupent littéralement l'architecture depuis les années 50. Les étrangers, ne vous inquiétez pas, je continue de parler français, mais c'est une langue qu'on peut comprendre aussi à l'étranger. Je commence. Bac Luna, Bac Carib, Céramique Gilson, Cloison Paulet, Coq Silvercula HP. Gerflex, Porte Perrier, Porte Michler, Vérondulite, Volet Baumann, Arcolame. Béton translucide d'Indeleu. Primalite, Bufflon, Bulgum, Clarite Hercule, Fusée Céramique, Verre Sécurite, Linoléum, Luxaflex, Luxsalon, Moderne Fold, Polyester renforcé, Naco, Pare-Fenêtre, Prisme FMB Vendôme, Eurocoustique, Vitrex, Profilite, Lamella Solvay 62. Serrure Fichet, Skydome. Sphérobat, Tortoile, Thermolux, Verre Cuivre. Verre Textile, Chromopale, Modux, Verre Imprimé, Thermopane, Terrazolite, Nern, Jalousie, Arban, Grofilex, etc., etc. Je m'arrête là. Tout ce charabia sert finalement simplement à montrer la diversité et la quantité d'éléments qui se sont invités dans l'architecture de la croissance. Alors, je parlais tout à l'heure d'âge d'or de ces composants. Il faut savoir que, évidemment, on n'a pas attendu les années 50 pour inventer les catalogues en architecture. Déjà au XIXe siècle, les produits de la métallurgie faisaient l'objet de catalogues et quantité de produits manufacturés existaient déjà. Ce qui compte ici, c'est de voir comment les choses vont s'accélérer après la Seconde Guerre mondiale, grâce au progrès de l'industrie. Pour poursuivre et parler un peu plus d'architecture, je vais me prêter à un autre exercice. Une série de bâtiments occupés et spécifiés par des composants très particuliers. Vous avez reconnu la maison de verre du docteur d'Alsace, 1928-1931, Pierre Charot, architecte, Brick Nevada de Saint-Gobain. Immeuble Molitor, une ingénieur Écoli, Paris, 1935, toujours Brick Nevada, Saint-Gobain, Le Corbusier, architecte. Poursuivons. Maison du Peuple, Clichy, 1935-1939, Rail Hercule, au premier étage, pour permettre d'avoir une cloison qui était amovible. Jean Prouvé, Eugène Baudouin, Marcel Lotz. Agence Société Générale de Douai en 1952, Coupole d'Indeleu, avec pavé de verre Lumax de chez Saint-Gobain.
Henri Chaumette, l'architecte. Église Sainte-Agnès, Fontaine-les-Grès, 1956, Véron du Hit, toujours Saint-Gobain, Michel Marot, l'architecte. Domaine des Grandes Terres, Marly-le-Roi, 1956-1961, Volet, Prisme, FMB Vendôme, Marcel Lotz, Jean-Jacques Honegger, architecte. Résidence Le Point du Jour, Boulogne-Billancourt, 1957-1963, Fernand Pouillon, architecte. Interrupteur Chambord. Pourquoi Fernand Pouillon a-t-il choisi des interrupteurs Chambord pour cette résidence? Rien que le nom, ça fait rêver. Vous allez voir, on va aussi voyager ce soir. De la maison Legrand. Mairie de Grenoble, salle des mariages, 1967, faux plafond, Leaflet de chez Jumeaux, Maurice Novarina, l'architecte. Préfecture du Val d'Oise, à Cergy-Pontoise, 1970, Bac Luna, CS Style et compagnie SA, que nous avons dans l'exposition. Ici, l'architecte, c'est Henri Bernard, encore un prix de Rome. Vous reconnaissez ici la Grande Motte, 1974, céramique Gilson au rez-de-chaussée, Jean Balladur, l'architecte. Quartier de la Noé, Chanteloup-les-Vignes, 1976, Claustra Sable-Avézeur, présent également dans l'exposition, Émile Ayot, architecte. Coupole du siège du Parti communiste français, 1980. Encore une fois, des faux plafonds Leaflet de Jumeaux, Oscar Niemeyer, architecte. Enfin, un dernier exemple qui va nous permettre de parcourir ces dispositifs d'une manière un peu plus précise. Vous reconnaissez peut-être ici la maison Delcourt, construite à Croix, près de Lille, par l'architecte Richard Neutrat. On est en 1969, quand le projet est terminé. Le maître d'ouvrage, c'est le directeur des Trois Suisses, cette grosse entreprise basée à Roubaix. Et ici, c'est un florilège de composants du second œuvre, un conservatoire qui nous montre quantité d'éléments qui surgissent dans toute la maison. On y trouve, par exemple, le grès d'Artois pour les revêtements de sol. C'était le maître d'ouvrage qui avait insisté auprès de Richard Neutrat pour que ce matériau local soit inséré dans le bâtiment. On y trouve des portes Modern Fold, porte-cloison Modern Fold, une importation des États-Unis. Vous en avez un exemplaire aussi dans l'exposition, qui permettait de séparer les espaces du salon et du séjour, de la salle à manger. Dans la salle de bain, on retrouve la porte Clarite de Saint-Gobain, avec bouton tournant cette fois-ci, puisqu'il y a tout un tas de variantes au niveau des poignées. Une porte qui est créée au début des années 50. Ici, on est presque 20 ans après la création initiale. On voit le modèle original à droite, avec sa serrure à béquille, et puis à gauche, le bouton tournant de la Villa Neutrat, de Neutrat. Et puis des interrupteurs. On aime beaucoup les interrupteurs avec Catherine. C'est facile de se procurer des interrupteurs, il y en a partout. Voilà. Et ici, qu'est-ce qu'on trouve comme interrupteur? Eh bien, on retrouve le modèle silencieux Europa 75 à toutes les sauces, avec tout un tas de plaques de propreté qui permettent d'équiper soit le salon, soit la salle à manger, soit la cuisine, soit le dressing, et même la chambre à coucher. À place, à côté de la table, on retrouve encore un Europa 75 de chez Arnoux. Voici la publicité d'époque pour l'Europa 35, il est un peu plus fin. Alors tout ceci étant dit, j'ai choisi de faire un bref intermède pour évoquer finalement les éléments qu'on utilise dans nos recherches. J'ai parlé des publicités tout à l'heure, les revues également. Alors en France, dans les écoles d'architecture, passer l'architecture d'aujourd'hui et technique et architecture, pas de salut, on ne connaît rien d'autre. Mais quand on fouille dans les réserves des écoles, on trouve une collection de sources absolument fabuleuses. Des revues aussi glamour que la Revue générale de l'étanchéité et de l'isolation. Il y a le courrier de l'isolation de Saint-Gobain, c'est un don des archives qui maintenant trône à côté de celle-ci. Technique hospitalière, plastique bâtiment. La revue du second œuvre, encore 1961. Cette revue apparaît à ce moment-là, elle ne durera que quelques années, mais elle raconte des histoires fabuleuses concernant le corpus qui nous intéresse. Je poursuis pour vous montrer toutes ces couleurs chatoyantes et vives, isolation et revêtement qu'on trouve encore à la Bibliothèque nationale, Urbat 3, esthétique industrielle, etc., etc., avec bien sûr les annuaires comme Sageret qui nous racontent quantité de choses concernant ces différentes entreprises. J'ai choisi brièvement de faire un stop sur un bâtiment
très particulier. D'abord, en l'honneur de notre soutien, les archives de Saint-Gobain, puisqu'il s'agit du siège social qui a été construit à Neuilly-sur-Seine par André Aubert. On le voit à droite. Et à gauche, on retrouve ce même bâtiment sur la couverture d'un livre incontournable et très important, à mon avis, publié en 1962, un an après, qui s'intitule « L'architecture du XXe siècle ». Il faut quand même être sacrément culotté, quand on est historien de l'architecture, de dire qu'en 1962, on va faire un livre sur l'histoire de l'architecture du XXe siècle, en s'intéressant à des projets qui viennent à peine d'être terminés. Les deux historiens ici, un historien de l'architecture, l'autre plus historien des techniques, Jean H., racontent des histoires fabuleuses concernant les nouveaux produits, les nouveaux matériaux. Le dernier chapitre, c'est un florilège de plastique, de produits verriers, de tout un tas de combinaisons qui nous racontent comment les bâtiments de l'époque étaient nouvellement équipés. Je voulais, avant de passer à cette diapositive, veuillez m'excuser, lire un petit extrait concernant la réception de cet ouvrage et vous comprendrez ce qu'on y trouve également. Il s'agit d'un extrait du numéro 2 de la revue Acier, en février 1966, qui présente donc une brève recension du livre que je viens d'évoquer, qui est à gauche, publié aux Presses universitaires de France, et qui rappelle comment, je cite, « les révolutions de la technique ont provoqué une rupture dans les méthodes de construction aussi bien que dans nos manières de vivre. Le désir d'adapter les inventions aux mœurs nouvelles ne s'est pourtant manifesté que par poussée. Tout s'est passé comme s'il avait fallu imposer les nouveautés architecturales par contrainte, alors qu'autrefois, elles étaient comme l'aboutissement d'une évolution naturelle. La construction diffère beaucoup de ce qu'elle était lorsqu'elle consistait à entasser des matériaux qui tenaient les uns sur les autres par force de leur pesanteur. Un architecte n'avait à en connaître que 4 ou 5, mais il les connaissait bien. Maintenant, on lui en propose des centaines. Leur choix même devient affaire de techniciens spécialisés. Voilà, donc ça nous donne un peu une idée de la situation, ça dresse un tableau de cette période fabuleuse pour nous historiens qui nous intéressons à ces éléments. Alors, puisque je parlais du bâtiment d'André Aubert, construit à Neuilly-sur-Seine pour Saint-Gobain, un autre petit arrêt justement sur cet architecte. Cette archive qui a été retrouvée donc au centre d'archives de Saint-Gobain à Blois est absolument fabuleuse. C'est un livret qui a été renéotypé par André Aubert. C'est son rapport de visite suite à une visite effectuée, un voyage effectué aux États-Unis en 1956 pour aller visiter de grands sièges sociaux et aller s'inspirer de ces réalisations pour réimporter ça dans la production du nouveau siège social de Saint-Gobain. Et que dessine André Aubert quand il va aux États-Unis pour visiter de grands immeubles? Est-ce qu'il dessine des tours? Est-ce qu'il dessine des perspectives? Non, il dessine ça. Il dessine des paralumes, des petits cadres verticaux formant paralumes, tout simplement, qui existent dans l'immeuble de l'ONU à New York et qui montrent comment finalement la lumière artificielle est cachée à la vue pour lutter contre les phénomènes d'éblouissement avec un dispositif extrêmement simple. Et il est fasciné, impressionné par ce genre de choses. Même chose pour les plafonds acoustiques à gauche, avec le store vénitien à lamelles d'aluminium qui vient s'intégrer dans le plafond, et puis en bas, un système d'isolant pour le plafond acoustique. Ce qui est intéressant dans ces images, c'est de voir comment ces composants faisaient voyager en quelque sorte André Aubert, qui découvrait les États-Unis, l'Amérique, à travers ces petits détails de rien du tout. Les détails. Je voulais ce soir lancer aussi une série de mots-clés qui nous permettent d'étudier, de comprendre finalement ces différents éléments. Le mot détail, la notion de détail est essentielle. Je prends cet exemple ici, qui est extrait de la revue Équipement Architecture Intérieure. De quoi s'agit-il? Il s'agit d'un cadre de fenêtre en aluminium, société Aluglass, avec ce slogan « L'élégance n'est souvent qu'une question de détail ». Ici, les détails, quels sont-ils? Eh bien, ils racontent des histoires de profilés. Alors, les profilés ne sont pas nouveaux. Les profilés en acier existent déjà depuis plus d'1 siècle à cette époque. Il s'agit ici de profilés en aluminium. Des dizaines,
des centaines de profilés en aluminium vont surgir à cette époque pour produire de nouveaux systèmes d'ouverture, de fermeture et agrémenter les intérieurs des bâtiments, comme cet exemple qu'on a donc sous les yeux. Un autre exemple de profilé, et maintenant vous savez de quoi il s'agit, c'est cette chose merveilleuse que j'ai autour du cou. Il s'agit d'une section du profilé en aluminium sur lesquels étaient montés les fabuleux bacs Luna de la société CS Steel et compagnie SA qui sont présentés dans l'exposition. C'est une machine de guerre. Quand on regarde cette chose avec ces deux petites pattes en bas, cette espèce de bonhomme qui tend les bras, les deux petites pattes assurent la stabilité du profilé. Puis vous avez ici une double gorge qui vient accueillir finalement le système de fixation avec un plat en aluminium et un boulon qui est bloqué par la forme du profilé. Puis lame, ensuite deux petites pattes horizontales qui servent à installer éventuellement des tôles de fermeture pour cacher ce qui se passe au niveau du mur. Et enfin, au niveau de la tête du bonhomme, en bas à droite, eh bien, vous voyez le système, les deux encoches contre lesquelles viennent buter les bacs d'aluminium emboutis, ensuite boulonnés deux à deux. Une chose extrêmement simple, presque banale, mais quand on la regarde bien, relativement sophistiquée. Voici l'objet en situation. On voit la structure primaire qui affleure en bas avec un U en fer placé horizontalement sur lesquels viennent se placer ces lisses verticales. Un autre exemple encore de profilé, toujours la même entreprise. Vous avez compris qu'avec Catherine, on s'intéresse beaucoup à l'aluminium aussi. Il s'agit quoi? Il s'agit de la grille claustrale, toujours de la même entreprise, CS Steel et compagnie SA, dessinée par l'ingénieur qui était également patron de l'entreprise aux États-Unis. Ici, il s'agit de la filiale française, Edward Charles Hallock. Le brevet est déposé en 1961. De quoi s'agit-il? C'est très simple. Des lamelles d'aluminium, 9 cm de large, pliées. Ces lamelles sont fixées sur des attaches, des cabochons que vous voyez à gauche, qui peuvent avoir des formes très variées. Sur la photographie à droite, c'est le modèle C1 que vous voyez, mais on peut avoir différents modèles qui commandent l'inclinaison des lames pour diversifier cette espèce de grille qui devient un objet presque poétique lorsqu'il est installé sur l'ensemble d'un bâtiment, comme par exemple l'agence postale de Denain, à côté de Valenciennes. Vous connaissez Denain? Monsieur là-bas au fond de la salle connaît. Ici une photographie de ce qui se passe au salon du bâtiment, Batimat, nous sommes en 1965, le stand de l'entreprise, et alors on reconnaît notre grille ici au fond, en claustrat, en paralume au plafond, et puis à droite c'est quasiment une espèce de sculpture en 2 dimensions qui est composée à partir des profilés assemblés les uns après les autres. Quand on pense profilé, on pense aussi forcément joint. Parce que l'architecture des années 50, 60, 70, c'est une histoire de joints. Souvent, avec Catherine, on demande aux étudiants s'ils veulent faire avec nous une thèse sur les joints des années 60. Malheureusement, on n'a pas encore trouvé de candidat, mais c'est prometteur. Parce que l'histoire de cette architecture-là, c'est quoi? C'est des histoires de matériaux très différents, des plaques de verre, émalites, des plaques, des morceaux d'aluminium, et tout ça doit se combiner. Et dans l'extrait que j'ai lu tout à l'heure, on racontait comment se faisait l'architecture auparavant. Les choses s'empilaient et c'était la pesanteur. Là, ce n'est plus une question de pesanteur, c'est une question d'assemblage. Assemblage, ça veut dire profilé. Assemblage, ça veut dire joint. Encore ici, un extrait d'un bâtiment que j'ai déjà évoqué. Il s'agit donc de la façade du siège social du PCF qui était mise en œuvre par Jean Prouvé, qui avait dessiné ces détails, des détails qui sont conservés ici aux archives de Saint-Gobain, encore une fois, parce qu'il y avait un petit litige concernant la fixation du polyglace qui, par endroits, s'était ébréché. Et le problème venait justement d'un joint qui avait été mal posé. Quand on parle de joints, en voici d'autres. Des joints qui peuplent ici une autre revue, éditée par Saint-Gobain, Architecture de Lumière, numéro 27, 1973. Ça, c'est intéressant parce que ces choses relativement banales, on a l'habitude de travailler sur des choses banales, eh bien, elles prennent une autre dimension quand on les remet dans leur contexte. 73, évidemment, novembre, c'est le premier choc pétrolier. Saint-Gobain était malin. Déjà, il y avait des idées pour lutter contre les problèmes thermiques, notamment ces joints, ces différents types de joints.
ou alors ces systèmes de portes automatiques avec frein, sans frein, ferme-porte thermostatique, bref, différentes solutions qui racontent comment on pouvait gérer les problèmes thermiques. S'intéresser au second œuvre, je l'ai dit, c'est s'intéresser aux détails, c'est s'intéresser à des mises en œuvre constructives avec la question des profilés, c'est s'intéresser à des questions de joints qui forcément introduisent le problème de l'étanchéité, étanchéité à l'eau, étanchéité à l'air, et donc bien sûr la crise énergétique de 73-74 était au cœur du problème. Je ne montrerai pas ce soir d'exemples d'isolation laine de roche, laine de verre, mais il y avait aussi beaucoup de choses à dire sur ces sujets-là. D'autres mots-clés aussi qui méritent d'être évoqués quand on s'intéresse au second œuvre. La transparence, la gamme des produits verriers inventés soit chez Saint-Gobain, soit Glace de Boussois, BSN, est colossale à cette époque-là. Ici, ce ne sont pas des produits verriers, c'est du plastique, mais il s'agit aussi de gérer des problèmes de transparence cette fois-ci. La question de la transparence est au cœur de la question du second œuvre dans les années qui nous intéressent. Transparence, lumière naturelle, lumière artificielle. Évidemment, tous les équipements qui participent à l'éclairage des intérieurs entrent dans le corpus du second œuvre. Ici, il s'agit de Spatiolita. J'ai pris cet exemple tout simplement parce qu'il est présenté dans la première pièce de l'exposition. Un tube lumineux mis au point par la compagnie des lampes Mazda, devenue Mazda après-guerre. D'autres mots-clés, celui de la flexibilité, essentiel aussi ce mot. Le mot de flexibilité s'applique aussi à un programme très spécifique, celui des bureaux qui va se développer dans les années 1960-70. Ici, il s'agit de cloisons, de rangements qui peuvent être flexibles, amovibles, adaptables aux exigences du client, des bureaux qui sont construits. Donc, un élément central. Une autre question concernant la résistance de ces matériaux. Ici, j'ai pris cette image à gauche tout simplement parce qu'il nous rappelle que le CSTB en France avait mis au point en 1959 un système de test de résistance des sols, des revêtements de sol, le système UPEC, résistance à l'usure, au poinçonnement, à l'eau et aux agents chimiques. Alors ensuite, on trouve tout un tas de variantes de sols plastiques qui vont être développés à cette époque-là et qui posent justement la question de la résistance. On trouve aussi une réflexion autour de l'acoustique. Il n'y a pas que la vue qui compte. L'oreille aussi est importante dans l'architecture. Ici, il s'agit d'un exemple mis en œuvre par la société Penel et Flippo, à Roubaix, près de Lille. Il s'agit d'un isolant, le Bulgum, qui était associé à une plaque de plastique pour faire des revêtements de sol qui étaient, par exemple, utilisés à l'occasion de l'exposition 58 à Bruxelles dans l'Atomium. Continuons avec ces profilés, pour fermer presque la boucle. Un profilé très banal, puisqu'il s'agit d'une fenêtre en PVC ou en aluminium. On oublie souvent le PVC dans l'histoire de l'architecture. Il ne faut pas le renier. Il existe. Il y a le droit aussi qu'on s'y intéresse pour comprendre comment sont faits ces profilés, comment sont faites ces fermetures pour assurer elles aussi une étanchéité optimale. Qu'on les aime ou qu'on ne les aime pas, en tout cas elles ont marqué leur époque et elles méritent d'être comprises également. Bien sûr, les questions de ventilation posent encore des problèmes de plastique, de PVC. Ici, ce sont différents systèmes de grilles qui nous racontent aussi toute cette logique mise en place dans les nouveaux bâtiments et qui vont conditionner une réorganisation de la typologie des intérieurs. Enfin, cette image pour évoquer les systèmes de protection solaire. Alors, protection extérieure, on a évoqué tout à l'heure les bacs Luna placés en extérieur. Ici, en intérieur, les stores vénitiens en aluminium. Souvent, c'était la société Hunter Douglas qui avait mis ça au point juste aux sorties de la guerre. Des stores en aluminium très connus qu'on retrouve encore aujourd'hui partout. J'ai choisi cette image, pourquoi? Parce qu'elle évoque aussi des questions de confort et de bien-être. Elle parle aussi d'ambiance, car s'intéresser à l'histoire des composants du second œuvre, c'est s'intéresser à la construction, au contrôle et à la maîtrise des ambiances dans l'architecture. Une nouvelle thématique qui va être notamment investie par un historien comme Rainer Banham en 1969, et puis ça devient un centre d'intérêt incontournable pour les architectes. Il faut trouver des solutions
pour rendre leur bâtiment plus confortable et plus agréable. Chaque programme va commander en quelque sorte un corpus de composants du second œuvre qui vont être finement choisis. L'architecte s'empare de ces composants. Je parlais d'aluminium, de fenêtres de store en aluminium. Voici d'autres plaquettes d'aluminium que vous connaissez peut-être, puisqu'elles ont été utilisées à Bruxelles, notamment au niveau de la Générale des Banques en 1971 par Jules Waps. On attribuait ces lamelles d'aluminium à Jules Waps. Ici, elles sont utilisées par Oscar Niemeyer, encore une fois au siège du Parti communiste. Faut-il les attribuer à Oscar Niemeyer? Pas du tout, ni Waps, ni Niemeyer. Il s'agit tout simplement d'une entreprise, la société Jumeaux, qui avait fait appel à un architecte d'intérieur et designer, Joseph-André Motte, qui avait conçu ces éléments, produits ensuite à très grande échelle et prescrits par les architectes. J'évoque ici l'origine de ces composants pour montrer qu'ils ont été parfois pensés finement par des designers ou par des artistes avant d'être produits de manière industrielle pour être ensuite mis à la disposition des architectes. C'est important de ne pas passer à la trappe le nom de ces concepteurs, de ces inventeurs. En voici d'autres. Encore un interrupteur, vous avez compris que ça ne va pas vous lâcher. Toute la soirée, j'évoquerai des interrupteurs. Ici, il s'agit du modèle A1000 de la société Arnoux, mis au point au début des années 1970, Raymond Lévy. C'est quand même un nom, Raymond Lévy, dans l'histoire du design du XXe siècle. Eh bien, voilà, sans le savoir, vous avez chez vous peut-être une œuvre de Raymond Lévy. Prenez-en soin, s'il vous plaît. Ici, les échantillons couleurs, un nuancier pour les fameux petits carreaux coulés en pâte de verre, une coulée continue, ensuite découpée, donc toujours réalisé par Saint-Gobain, présenté dans l'exposition. Celui qui va réaliser la palette chromatique, c'est le maître verrier Max Ingrand. Quand on parle de chromopale, on ne pense pas spontanément à Max Ingrand. Quand on parle d'interrupteur, on ne pense pas spontanément à Raymond Lévy. Pourtant, ces noms doivent être dans nos têtes pour pouvoir effectuer des attributions exactes. C'est aussi la fonction et la mission de l'architecte et de l'historien de l'architecture. Enfin, un dernier exemple, les produits Gilson. Les carreaux Gilson, et en particulier les modèles 3D de chez Gilson, qu'on présente aussi dans la première partie de l'exposition, étaient réalisés à proximité de Saint-Omer, dans le nord de la France. Ces carreaux étaient très particuliers puisqu'ils étaient en relief. Maintenant, c'est difficile d'en trouver. Il y avait des concurrents à l'époque. Maintenant, il faut plutôt aller voir du côté du Portugal ou de l'Espagne pour s'en procurer. Le modèle que je vous montre à droite a été dessiné par un artiste, Henri Van Moë. Henri Van Moë a fait l'objet d'une exposition récemment, au mois d'octobre, à Paris, à la Fondation Taylor, pour son travail d'artiste peintre. Je viens d'apprendre aujourd'hui par les descendants qu'il y a eu une vente chez Drouot des tableaux de Van Moë. Donc une manière de redécouvrir cet artiste. Bon, c'était pas vendu très cher, ça n'atteignait pas des sommets, mais il a quand même une place dans l'histoire de l'art, et ces carreaux ont une place dans l'histoire de l'architecture. Alors, ce qu'on vient de voir, c'est extrait du catalogue Gilson produit en 1978. Ce que vous avez sous les yeux ici, c'est le rez-de-chaussée, une espèce de rue corridor d'une résidence parisienne, le Parnassium, entre la rue Labrouste et la rue Saint-Amand dans le 15e arrondissement. Absolument fabuleux. Tout un mur, comme le disait la publicité dans le catalogue, un mur modulaire, tout un mur modulaire qui est mis ici en œuvre par les architectes André Dorten et Gérard Valory en 1972. J'ai lâché le mot déjà plus d'une fois, prescription. Quand on s'intéresse à ces composants, on ne parle pas simplement de conception architecturale, de dessin, de forme, mais on parle aussi de choix de matériaux, d'éléments, de composants qui vont participer pleinement à l'intégrité du projet. C'est ce qui se passe ici, par exemple, dans ce petit dessin réalisé par l'architecte Pierre-François Delannoy, un architecte lillois qui a beaucoup produit dans la région de Lille, qui était aussi architecte des postes. Et ici, il propose un projet pour les postes de Ronchin, à proximité de Lille. C'est intéressant de regarder un petit peu plus près son dessin, parce que certes, il y a un dessin... Oh, pardon, excusez-moi.
il y a un dessin, il y a des formes, mais quand on regarde en haut, voilà, il prescrit les plaquettes Gilson Angulor pour les parties supérieures, inférieures, les impostes ou du premier étage. On retrouve des briques de parement Gilson, Gilor, blanc, nuance 24-27. L'architecte avait une idée très particulière des matériaux de revêtement qu'il voulait placer sur son bâtiment au moment de la conception du projet. Ces matériaux prescrits par les architectes, qu'on soit à la Grande Motte en haut à gauche, à Boulogne-sur-Mer en bas à droite, que l'on soit à Bandol au centre, à Murat en Auvergne en bas à gauche, à Saint-Quentin, bref, il y en a partout en France, on en trouve même à l'étranger, et ces composants nous font voyager littéralement. Ils deviennent emblématiques de l'architecture de cette époque, avec toutes leurs variantes et la manière de les apprêter, de les composer pour rendre le mur vivant, pour paraphraser la fameuse revue des années 60, 70, 80, qui était dirigée notamment par Maurice Novarina, et ça c'est important. On voyage avec ces composants, on voyage évidemment avec les Bacluna. On les trouve aussi bien à Lille qu'à Pointe-à-Pitre dans les Caraïbes, qu'à Paris, qu'à Nantes, qu'à Nice, qu'à Antibes, mais j'ai aussi des exemples au Qatar, à Doha. Nous le verrons dans 2 secondes. Tout ça, ça pose une question, mais avant de poser la question, ces éléments que je vous montre ici font partie d'une petite exposition que j'ai eu le plaisir de mettre en œuvre dans le cadre d'un programme de mise en valeur qui a eu lieu cette année, qui s'appelait Héritage à portée de main. Et il y avait 7 expositions organisées dans 7 lieux des Hauts-de-France. Ici, il s'agit de l'ancienne poste de Bohain en Vermandois. Et j'avais proposé aux autorités municipales, puisque le bâtiment était devenu un centre communal d'action sociale, d'installer dans le hall du bâtiment ces tirages que nous venons de voir ici, qui permettaient au public de se rendre compte du bâtiment qu'il fréquentait parfois toutes les semaines. Et certains me disaient, en voyant ces figures ici que vous avez sous les yeux, oh, on ne pensait pas qu'on avait un bâtiment comme ça à Bohain en Vermandois. C'est une manière de souligner finalement l'originalité de ces formes, de ces objets en tôle d'aluminium embouti. Bien sûr, quand on pense et quand on parle de composants du second œuvre, on se dit c'est facile finalement de les démonter. Donc on pense à une action extrêmement vertueuse, le réemploi. Vous connaissez tous le réemploi, on parle de plus en plus de réemploi. Les élèves architectes dans les écoles sont très intéressés et motivés par la question du réemploi et c'est tout à fait légitime. Ici, vous avez un déplacement, c'est moi qui l'avais supervisé, sur le bâtiment de la métropole européenne de Lille, qui était donc vidé de sa fonction initiale. Les bacs ont été déposés et quelques-uns ont été réinstallés dans le vestiaire des archives de la MEL, un nouveau bâtiment qui vient d'être construit à quelques kilomètres du premier. Ce qui était un pare-soleil à l'origine devient ici un élément décoratif. Réemployer un matériau, réemployer un composant, ça veut dire quoi? Ça veut dire d'abord l'expertiser, puis le démonter, puis le transporter, puis le stocker, puis le reconditionner, puis le remettre sur le marché de la construction. Ça fait beaucoup de choses. Finalement, avec Catherine et avec d'autres, on milite pour que le réemploi ne se limite pas simplement à une action ex situ, comme on l'appelle, mais elle serait encore plus vertueuse si elle devenait principalement in situ. Réemployer les choses in situ, c'est être capable d'en faire une expertise fine a priori pour comprendre la qualité de ces éléments et l'intégrer dans de nouveaux projets. Vaste mission pour l'architecte du XXIe siècle. D'ailleurs, que voici ce qui se passe quand on s'intéresse un peu trop à ce type de marchandises. On retrouve bien sûr sur les sites de brocante à des prix pas vraiment concurrentiels. Je crois que... oui, je regarde Virginie, il faudra mettre le bâtiment sous alarme ce soir. Parce qu'on en a 3 là, donc ça fait quand même un certain prix. Voilà, merci. Donc pour éviter ces dérives, finalement, qui montrent que démonter un bâtiment, le recaser, le replacer à gauche, à droite et en faire un commerce, ça mérite d'être accompagné, pensé, soigneusement pensé, pour éviter les dérapages.
Bien sûr, c'est vertueux, je l'ai déjà dit, mais il faut faire attention à ce qu'on fait. Et puis, il faut attribuer les choses avec finesse et pertinence. Un autre exemple ici, il s'agit d'un verre nucléo, une plaque de verre nucléo utilisée chez un joaillier de Cogolin. Cogolin, c'est le golfe de Saint-Tropez, donc c'est toujours plus chic de mettre du verre pressé, moulé, nucléo chez le joaillier à Saint-Gobain. Et puis des réemplois fonctionnels. Ici, on se retrouve dans le poulailler de M. Daniel Moreau, à Mazières de Touraine. C'est là où j'ai trouvé le claustrat C de chez Sable-Lavézeur. C'est sur lui que les poules faisaient leurs dents. C'est peut-être pour ça qu'il est fissuré maintenant. Et puis dans le pire des cas, évidemment, qu'est-ce qui se passe? Quand personne ne l'a réemployé intelligemment ou pas, eh bien, généralement, ça finit au fond des bennes. Donc, ça veut dire qu'il faut être attentif. Et peut-être qu'avant de démonter, de déplacer, de faire voyager ces produits, eh bien, apprenons à voyager en s'intéressant à leur histoire. Et puis, regardons comment, au-delà des grands remplacements qui s'opèrent, quand on prend un matériau, on déshabille Pierre pour réhabiller Paul, comme on dirait, eh bien, ici, on a un exemple absolument fabuleux. On est à Doha, au Qatar. Une ancienne caserne de pompiers qui a été transformée en centre culturel en 2015. Eh bien, l'ensemble des bacs, il y en a quand même un paquet, hein, près de 2000, anodisés champagne, c'est normal, bon, on est à Doha au Qatar. Ces bacs ont tous été déposés, nettoyés, réanodisés pour être replacés sur la façade. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'il y a un mot qui surgit ici. On entretient le bâtiment. Voilà. Alors on entretient les monuments historiques qui sont classés MH en France, mais ceux-ci, généralement, cet héritage-là qui nous intéresse, on l'entretient rarement, avec attention. Ici, à Doha, c'est presque un monument historique, un bâtiment qui est construit dans les années 70. C'est intéressant de voir, effectivement, comment la maintenance du matériau a été traitée ici avec le plus grand soin. Et ça me permet d'introduire un ouvrage important qu'on a absolument adoré avec Catherine, mais d'autres l'ont apprécié puisqu'il a été prix du livre d'architecture de l'Académie d'architecture en 2023. Il s'agit du livre de Jérôme Denis et David Pontille qui s'intitule « Le soin des choses, politique de la maintenance ». Deux sociologues qui nous racontent des histoires de soins, d'entretien et de maintenance qui s'appliquent dans quantité de domaines, mais aussi dans l'architecture en particulier. Alors ici, c'est une photographie qui nous raconte la difficulté d'entretenir, de maintenir les choses, même si on est dans les toilettes d'une institution, d'une haute institution de l'architecture parisienne. Donc on reconnaît un interrupteur silencieux Europa 35 de chez Arnoux, qui aurait peut-être besoin d'être révisé, restauré. Et puis ici, on est au niveau de la dalle extérieure, recouverte de grès d'Artois, de la maison Delcourt, de Richard Neutrat, qui a subi quelques petits problèmes, il faudra retrouver un morceau de grès d'Artois pour restaurer la maison de Neutrat. Et puis un autre exemple aussi d'entretien, un entretien plus ou moins réussi. À droite, je reviens donc sur l'exemple du Parnassium à Paris, dont je vous ai parlé tout à l'heure. Rappelez-vous l'artiste Henri Van Moé qui avait fait le dessin de ces carreaux. À droite, donc une photographie qui est extraite du catalogue 1978. Qu'observe-t-on? Regardez la lumière. Ici, une série de spots sur des rails qui sont situés à peu près 50 cm du mur. La version en 2024, il y a 15 jours, eh bien on s'aperçoit que les rampes d'éclairage ont été déplacées, déportées 1 mètre plus loin. Forcément, je ne suis pas passé la nuit, mais j'imagine que l'effet est forcément différent. Ça montre ici que les architectes avaient eu un soin, une attention particulière pour mettre en valeur ces composants, ces matériaux qui animait justement le mur de la copropriété. Aujourd'hui, même si ça existe encore, même s'il est encore en très bon état, on s'intéresse peut-être un peu moins à la mise en valeur de cette paroi en trois dimensions. Toujours une histoire d'entretien. Quelques brèves histoires d'entretien pour terminer. Je ne sais pas regarder quelle heure il est, j'ai encore un peu de temps. Bon. Je voulais lancer un coup de projecteur sur une des 7 actions donc, que j'ai réalisées dans le cadre de cette manifestation Héritage à portée de main,
dont j'ai parlé tout à l'heure pour évoquer le projet d'exposition dans l'ancien bâtiment de poste de Bohain en Vermandois. Ici, il s'agit d'un immeuble en bord de mer à Calais, la résidence Jean de Vienne, construite par l'architecte Guy Leduc, un architecte calaisien qui a beaucoup construit là-bas, en 1977. Un immeuble presque monotone, 250 mètres de long, côté rue, 13 entrées, et chaque entrée s'accompagne d'un traitement spécifique de la paroi avec des carreaux Gilson différents. Finalement, on a une espèce de musée à ciel ouvert, un catalogue des produits Gilson 1977 quand on franchit cette rue, quand on longe ce bâtiment, assez monotone, mais quand on s'intéresse et quand on regarde de près, on s'aperçoit qu'il y a de la variété et de la diversité. Alors là commence l'idée de faire une opération de médiation autour de cet immeuble en particulier. Le projet s'appelle, on l'a ici, hop, sous les carreaux, la plage. On est juste à côté de la plage. Ici, on voit les carreaux identifiés à partir du catalogue. À gauche, vous avez l'affiche de la manifestation. Et on a réalisé des moulages de ces carreaux. Et on a invité les habitants, les passants, à venir faire des pâtés de sable sur la plage de Calais. C'était une manière, encore une fois, de voyager et de s'approprier surtout ces revêtements, pour se rendre compte de la diversité de ces formes, de ces reliefs, et jouer avec ces éléments, à composer de nouveaux motifs, faire un travail un peu d'architecte et de calpinage, comme l'avait fait Guy Leduc il y a près de 50 ans maintenant. Notre photographie, on voit ici des enfants. J'avoue que j'avais un peu triché parce que ce jour-là, il y avait beaucoup de vent sur la plage de Calais. Le sable courait au niveau de la plage, on en prenait plein les yeux. Donc sous un préau en bord de mer, on avait installé un bac à sable. Je sais, ça peut paraître bizarre de mettre un bac à sable à côté de la plage, mais on était à l'abri. Voilà. Et les enfants aussi étaient à l'abri pour découvrir ces fabuleux carreaux. Continuons l'histoire. La copropriété, en fait, il y a 4 immeubles réunis dans cette grande barre. 4 copropriétés. La copropriété de Jean de Vienne II décide de ravaler la façade. Je venais de les informer de l'existence de ces carreaux, je leur ai expliqué de quoi il s'agissait, et ils commençaient à être attentifs. Le président de la copropriété me disait « Oui, j'ai bien entendu, mais on a une opération de rabattement qui est prévue pour le mois prochain. » Et là, j'avais très peur. Je m'inquiétais beaucoup parce que ces carreaux qui ont été posés il y a 50 ans, vous voyez, quand on regarde de près, là c'était la photo avant la campagne de ravalement, une série de fissures, il suffisait de taper un peu sur les carreaux et tout tombait. Et alors là, miracle. L'entreprise intervient, je reviens le mois d'après et j'observe ça. Alors vous allez rigoler, évidemment, parce que ce n'est pas une restauration monument historique, quand on voit la manière dont c'est fait. Mais ça nous raconte quoi? Ça nous raconte des histoires de soins et d'attention. C'est-à-dire les habitants sont allés voir les ouvriers qui étaient en train de repeindre, de ravaler, en disant « on garde les carreaux, vous les reposez ». Alors on en voit un là par exemple qui était tombé, qui est cassé, qui a été remis. On voit les joints qui ont été refaits. Bon, certes pas très bien fait, mais bon, le bâtiment n'est pas classé monument historique, encore une fois. Hein. Et puis là, les carreaux sont tombés, carrément, ici. Ils ont demandé aux ouvriers de mouler la forme des carreaux avec leurs truelles, avec leurs doigts. J'aurais bien aimé être là pour voir comment les ouvriers travaillaient pour faire des faux carreaux Gilson avec du ciment, tout simplement. Alors je ne sais pas si la chose va tenir longtemps. Alors en plus, ils ont même mis une couche de peinture qui ressemble vaguement à la teinte terre de Sienne. Bon, c'est naïf, c'est maladroit. Ça ferait rigoler un ABF. Mais quand on regarde ça, je trouve ça touchant. Ça nous raconte des histoires d'appropriation, de prise en compte de ces éléments. Ça raconte des histoires d'amour. Je vous parlais tout à l'heure de cette déclaration d'amour. C'est une forme de déclaration d'amour à l'attention du bâtiment, de la part des occupants. Poursuivons encore un exemple dans le cadre de cette manifestation Héritage apporté de main. C'était le premier projet réalisé au collège Pierre Daunou à Boulogne-sur-Mer. L'architecte, c'est pas n'importe qui, c'est aussi un architecte prix de Rome qui construit cet ensemble en 1972. Le gymnase, vous l'avez sous les yeux. Donc de quoi s'agit-il? Une boîte, hein, et puis en bas tout est vitré, et dans la partie supérieure, vous avez un revêtement en plaques de plastique nervuré type Solvay 62, et par-dessus, vous avez 1472 bacs Luna quand on compte les deux côtés.
La manifestation s'appelle Bac à Donou. Je trouvais que pour un collège, un établissement scolaire, parler des bacs, du bac, c'était bon. Voilà. Donc les enfants se sont emparés de l'objet, ils ont imaginé une espèce de scénographie avec leur prof d'art plastique, et puis on a joué avec ces éléments emboutis. Ils se sont littéralement appropriés ces éléments pour jouer, pour construire, pour combiner des formes avec tout ça. Les photos ont été prises ensuite, elles ont été placées sur la grille extérieure du collège avec la complexité de Bachmann. Bachmann, c'est le personnage tutélaire que vous voyez ici, qui nous suit maintenant depuis 2 ans. Et sur la façade, on avait donc ces photographies avec les enfants, des bacs Luna ici ou là, et puis juste derrière le bâtiment. Et quand les gens venaient voir cette exposition, quand ils la voyaient, parce qu'il y avait un quartier de logement, de résidents juste à côté, les gens sortent avec leurs chiens, puis ils regardent ces photos, puis d'un seul coup ils regardent derrière ce qui se passe. Et ils prennent conscience de l'existence de quelque chose qui a été programmé, prescrit par un architecte, et qui raconte une histoire. Et là, j'ai été touché. Quand j'ai appris au mois de juin que le carnet de correspondance de l'année 2024-2025 du collège Pierre Donou de Boulogne-sur-Mer reprenait le motif du bac Luna. Voilà. C'était pour moi une apothéose, un succès en quelque sorte. Voilà. Le prof d'histoire de l'architecture a enfin réussi quelque chose au niveau de la mise en œuvre d'un bâtiment. Pour terminer, revenir justement sur les aventures, les fabuleuses aventures de Bachmann. Vous l'avez entrevu, ce personnage à tête de bac Luna et à corps d'homme. Eh bien, je l'évoque ici. Pourquoi? Parce que nous avons réalisé en 2023 une série d'expériences. Alors, lui aussi, il voyage, lui aussi, il expérimente, il découvre des territoires et des bâtiments à gauche à Paris, à Boulogne-sur-Mer, à Ronchin, encore à Paris un autre édifice, mais il n'y a pas que la région parisienne qui est touchée. Il nous aide à découvrir ce corpus et un film a été réalisé par le réalisateur Julien Donada de la société de production Petit à Petit. Vous pouvez le consulter sur l'écran vidéo qui est à l'entrée dans la première pièce de l'exposition. Vous pouvez aussi le consulter sur Internet, sur YouTube. Une manière de redécouvrir l'architecture et de sensibiliser, de toucher encore une fois le grand public. Car c'est très important de produire du savoir et de la connaissance, mais je considère que c'est encore plus important de le partager. Et je crois que c'est aussi notre mission, pas simplement dans une école d'architecture, mais au-delà des limites de l'école, auprès des usagers, auprès du grand public, auprès des enfants, des petits, des grands, des anciens. Tout le monde est concerné par ces histoires. D'autres éléments de valorisation, pour finir cet exposé, une campagne de photonumérisation qui a été réalisée par un service de l'Université de Lille avec lequel on travaille. Donc on trouve sur Internet ici un musée virtuel. Il suffit de taper Univ Lille, musée virtuel 3D, et vous tomberez sur des composants d'aluminium, des produits verriers, des claustras en béton armé qui apparaissent sous cette forme, qu'on peut manipuler, tourner dans tous les sens pour essayer de se rendre compte de la translucidité, par exemple, de cette demi-brique Primalite. Je voulais bien sûr évoquer le site produitcroissance.fr qui a été mis en œuvre par Catherine, qui s'est attelée à construire ce site, qui raconte un peu nos aventures, qui raconte les produits que nous avons dans la collection, qui raconte aussi tous les mémoires qui ont été réalisés sous notre direction depuis maintenant près de 15 ans. Ça commence à en faire un certain nombre. Et pour terminer, eh bien sûr, insister sur les expositions. Je l'ai dit en introduction, depuis 2022, c'est la 3e exposition et on aimerait bien que ces expositions finissent par aboutir un jour ou l'autre à une matériothèque de l'architecture du XXe siècle. C'est notre objectif. Tout ça pour ça. Il faut de l'énergie parfois pour arriver à ces fins. On n'a pas forcément la place, on n'a pas forcément les moyens, mais on a l'ambition. Et puis on développe tous les ans quantité de projets. Il y en a d'autres qui vont arriver l'année prochaine pour essayer de défendre l'idée d'une matériothèque qui serait un lieu de ressources, de médiation, d'information pour les architectes, les jeunes architectes qui s'intéressent à ces questions bien au-delà de la question du réemploi. Je vous remercie de votre attention.
Oui. Vous voulez en savoir plus sur Pouillon, que vous avez cité au début? Oui, je citais Pouillon tout simplement parce qu'il a prescrit dans cet immeuble Le Point du Jour l'interrupteur Chambord de chez Legrand. Et moi, ces noms me font rêver. En 2006-2007, il y a une exposition qui a été organisée au château de Chambord qui s'intitulait Made in Chambord. C'est l'ethnologue Valérie Perles qui avait mis en place cette exposition où elle avait montré comment, à travers l'histoire, depuis le 19e siècle, Chambord n'était pas simplement un château, pas simplement un site emblématique, mais Chambord était devenu une marque. Et ça, c'est intéressant. C'est intéressant de voir comment ces grands noms de l'architecture deviennent des repères pour nommer les produits du second œuvre. Un interrupteur, c'est pas grand-chose un interrupteur, mais savoir que Pouillon prescrit Chambord, quand on connaît l'histoire de Pouillon, c'était quand même pas n'importe quoi. Donc oui, il faudrait faire une étude systématique. De la même manière que Ruskin parlait des 7 lampes de l'architecture, j'aimerais bien qu'on parle des 7 interrupteurs de l'architecture. Voilà. Est-ce que l'Allemagne n'est pas une terre très féconde dans ce domaine? Alors probablement, si on va par exemple à Arène, pas très loin d'ici, je sais qu'il y a un grand magasin qui est recouvert de bacs Carib. Le bac Carib, c'est un bac Luna, donc encore de l'aluminium embouti, mais en forme de pointe de diamant. Et il se trouve que c'est toute une chaîne de magasins en Allemagne qui a été équipée de ce revêtement-là. Donc je vais bientôt aller là-bas pour voir de plus près. Mais bien évidemment, il y a quantité d'autres choses, vous avez raison, qui mériteraient d'être étudiées. Je suis en contact avec une enseignante qui a travaillé en Allemagne, Ariane Wilson, qui maintenant enseigne à Paris-Malaquais. C'est elle qui m'a indiqué l'existence de cette chaîne qui avait utilisé dans les années 70 ce type de pare-soleil. Je compte sur elle aussi pour m'offrir d'autres opportunités. Mais je regrette évidemment que nos collègues de Munich ne soient pas là aujourd'hui, malheureusement, pour nous parler de tout ça et pour échanger avec nous, parce que j'aurais compté effectivement en savoir plus. Voilà. Et est-ce que là, vous donnez des éléments sur le second œuvre, beaucoup d'éléments des années 60, 70, 80. Du coup, je me demande aujourd'hui, oui. Quels sont les éléments, est-ce qu'il y a moins d'éléments, moins de relations entre les architectes? Est-ce que vous appelez la prescription? Oui. C'est moins présent dans le travail de l'architecte, il y a moins d'industriels qui s'occupent de cette production-là? Alors, pour commencer un peu de bibliographie, je propose de consulter un article que nous avons réalisé, Catherine et moi-même, qui est en ligne sur le site ce sont les cahiers de la recherche architecturale urbaine et paysagère. Il suffit de taper CRAUP et vous trouverez dedans notre contribution où on s'intéressait particulièrement à cette question de la prescription. Bon. C'est une manière aussi d'interroger les pratiques de l'architecte. Aujourd'hui, l'architecte utilise toujours évidemment ces catalogues. Ce n'est pas la particularité de cette époque que nous étudions. Je l'ai dit en introduction, le second œuvre est toujours présent. Quand vous devez installer un radiateur, quel radiateur? Vous savez, dans les écoles d'architecture, souvent pour leur diplôme, les étudiants disent, voilà, j'ai fait un mur, il est en béton. J'ai fait une charpente, elle est en bois. Ou j'ai fait, je sais pas, oui, voilà, c'est un truc. Et la question des enseignants, c'est toujours la même. Hein, mais du bois, comment? Et du béton, comment? Quel type de béton? Comment est-il traité? Eh bien, c'est la même chose quand on prescrit un radiateur, un appareil d'éclairage. Ah, les appareils d'éclairage, ça aussi, ça m'intéresse énormément. Ça fait 20 ans que je travaille sur l'éclairage artificiel au XXe siècle. Et quand on suit l'histoire des appareils d'éclairage, on comprend effectivement les échanges qui s'opèrent entre les grandes firmes, les architectes, les leçons qu'ils tirent de l'histoire. Une entreprise comme ERCO, qui s'intéresse beaucoup au travail de Richard Kelly aux États-Unis, qui l'a exploré, qui en a tiré avantage pour produire des appareils qui s'inscrivaient dans cette pensée. Bon, on trouve de tout. Et il suffit d'aller à un salon de la construction pour vous rendre compte de la diversité des matériaux qui existent aujourd'hui. Donc évidemment, c'est un processus qui continue abondamment. Mais ce qui nous intéresse dans nos recherches,
c'est, et j'ai repris le mot dans la lecture de ce court passage extrait de la revue Acier, c'est ce moment de rupture, de changement, de transformation, où on ne comptait plus seulement sur la pesanteur pour faire de l'architecture, mais sur l'assemblage. Alors je vais rapidement quand je dis ça, mais sur des logiques d'assemblage qui font l'apologie des panneaux de façade et des murs rideaux. On ne s'intéresse pas suffisamment à l'histoire de ces éléments qui mériteraient d'être mieux pris en charge, soignés. Il y a une équipe de collègues en Allemagne ex-RDA qui s'intéresse à cette histoire, qui a participé au dernier colloque de la recherche ANR Archipal, qui était présenté au Louvre il y a exactement 1 an. Il nous montrait des bâtiments qui ont été restaurés, qu'on n'ose même pas regarder en France. Voilà. Donc il y a aussi cet enjeu-là. Que fait-on de ces bâtiments? Est-ce qu'ils méritent d'être regardés attentivement, étudiés, restaurés, entretenus? Est-ce qu'ils ont encore un avenir aujourd'hui avec les problématiques auxquelles on est confronté? Ou est-ce qu'il faut tout simplement tout démonter, les vendre sur le site machin à 4 000 € la pièce, et puis les accrocher dans son salon? Je ne suis pas persuadé que ce soit ça l'avenir de cette histoire et de cet héritage. Voilà, c'est un héritage. Je n'ai pas parlé de patrimoine ce soir. Il n'est pas question de patrimoine, il est question d'héritage. On n'a pas labellisé ces éléments, même si j'aimerais bien que quelques bâtiments soient labellisés. Le syndicat d'initiative de Chalon-sur-Saône, par exemple, qui est un bâtiment rond, une espèce de soucoupe volante entourée de bacs d'aluminium, absolument fabuleux, pourrait être labellisé. Bon, ça ne se fait pas, il y a quelques problèmes voilà, tout le monde ne partage pas mon point de vue. Il faut penser à conserver ces éléments aussi, qui sont des témoins d'une histoire et qui peuvent encore jouer un rôle important dans l'architecture du XXIe siècle. C'est bon? Eh bien, merci beaucoup. Merci infiniment. On va pouvoir passer de l'autre côté à un couvert de l'amitié.